On se retrouve aujourd'hui dans notre émission sur le sens des épreuves et à mes côtés, l'avocat maître Arash Derenbarch, qui va nous parler aujourd'hui de son parcours, mais aussi du sens qu'il a donné à ses épreuves, de comment il a transformé finalement certains obstacles de sa vie en une force qu'on peut sentir en lui, mais aussi en une certaine éthique de vie. Arash, je suis très contente que tu sois parmi nous. Cette première question, j'aimerais que tu nous parles un peu finalement de ce qu'a été pour toi ton parcours scolaire. Tu as écrit un livre là-dessus notamment, où tu parles de cette notion de tomber et de se relever et de l'importance finalement de la chute pour apprendre à se relever. Et j'aimerais que tu me parles un peu de manière un peu plus en profondeur de ton vécu dans ce parcours scolaire. Merci, chère Fanny, pour l'invitation. Pourquoi j'ai publié ce livre, Tomber 9 fois, se relever 10, aux éditions du Cherche-Midi? C'est pour la raison que dans la vie, il ne faut jamais rien lâcher. Et que lorsqu'on est catégorisé, ou lorsqu'on est en tout cas cloisonné dans un certain chemin dans lequel on essaie de vous faire emprunter et que vous refusez, eh bien, il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de dire à tel ou tel enfant, tel ou tel jeune ou moins jeune, que cet objectif, ce rêve n'est pas pour toi, et que on a un rêve qui est différent, eh bien il faut pas écouter, il faut aller jusqu'au bout de son objectif et de son rêve. Comment tu as fait pour garder confiance déjà en ton chemin? Il y a un fil conducteur dans ton livre, mais du coup aussi dans ta vie, le fait de vouloir devenir avocat. Comment tu as fait pour pas te laisser décourager ou ne pas te laisser abîmer par ce parcours scolaire où il y a pu avoir ce qu'on appelle l'échec scolaire ou des regards négatifs? La première chose est de croire en son rêve. Ça, c'est très important, d'être vraiment imprégné de son objectif et de son rêve. Je différencie le rêve de l'objectif sur un point. C'est-à-dire que le rêve est un idéal, mais lorsque vous mettez une date à un rêve, ça devient un objectif. Et moi, j'avais une date dans mon esprit, c'est que je voulais devenir avocat et je voulais m'en donner les moyens. Pas à n'importe quel prix, mais je voulais me donner les moyens d'y arriver. C'est-à-dire que lorsque j'échouais, j'essayais de trouver une autre voie possible pour devenir avocat. Et la deuxième chose, c'est que je n'écoutais pas les sarcasmes, les moqueries, les pessimistes, parce qu'il y a toujours des personnes qui vont vous dire que vous n'êtes pas fait pour ce métier, pour cet objectif, que vous n'êtes pas fait pour ce rêve. Il y aura toujours des personnes qui n'auront pas le courage de vous soutenir, de vous aider. Et donc la facilité, c'est de dire non mais tu n'y arriveras pas, laisse tomber et fais quelque chose de plus simple. Et en fait, en réalité, il n'y a pas plus simple ou plus difficile. Je considère que lorsque quelqu'un a un objectif et un rêve, il faut le soutenir, il faut l'aider, il faut l'accompagner. Et c'est dans ces moments-là, d'ailleurs, on voit qui est qui. D'ailleurs, on voit qui est là pour soutenir, qui est là pour accompagner, qui est là pour encourager, envoyer des bonnes ondes. Et qui baisse les bras, et voilà. Donc c'est très important d'aller jusqu'à ce cheminement, c'est-à-dire avoir un objectif, un rêve, et on l'a tous. Ceux qui vous disent on n'en a pas, c'est faux. Il faut aller au fond de soi, prendre le temps de réfléchir, de comprendre qui on est, d'où on vient, et où est-ce qu'on va aller. Et surtout, ne pas écouter l'extérieur. Penser que ce que l'on a peut être acheminé à bon port. Et quand bien même on échouerait, eh bien on aura essayé. Et ça, c'est le plus important. Et puis, ce qui est important aussi finalement quand on regarde ton parcours, c'est que la question des routes parallèles, elle renvoie à une citation que l'on connaît tous, qui est qu'il y a 1001 chemins pour atteindre le haut de la montagne. Et en fait, toi, je pense, ce qui est intéressant dans ta psychologie, peut-être dans ton rapport au monde, c'est que tu avais ton haut de la montagne et que du coup, tu as pu voir d'autres routes pour y arriver. Ça, je pense que ceux qui nous écoutent doivent l'avoir en tête, parce qu'à partir du moment où tu repères ton objectif, tu peux toujours y arriver si effectivement, ce qui est le plus important, c'est ta voix à toi, ton désir, et pas la voix des autres, le brouhaha incessant de ceux qui pourraient te décourager. Dans ton parcours, il y a un élément aussi qui est important. Tu y es arrivé à 4 ans, tu parles de ton rapport à la langue française. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, absolument. Alors mes parents sont d'origine iranienne, persane. Ils ont quitté l'Iran en 79. Avec mon frère jumeau, nous sommes nés le 25 juillet 1979 à Paris. Et 6 mois après notre naissance, à Paris, à la Salpêtrière, mes parents pensaient que la révolution iranienne était un feu de paille. Donc ils sont retournés en Iran.
Nous sommes restés 3 ans et demi en Iran, et nous sommes revenus fin 83, donc à nos 4 ans. Et nous avons grandi donc à Paris, et j'ai appris la langue française au départ avec les dessins animés, avec les Schtroumpfs par exemple. Et le rapport que j'ai avec la langue française, c'est ces images d'amusement, de dessins animés. Donc la langue française pour moi est accolée avec les dessins animés, avec la bienveillance, la gentillesse. Puisque les Schtroumpfs en fait sont gentils, et c'est comme ça en fait que j'ai appris à parler la langue française au départ, parce que c'est vrai que quand on est à la maternelle, on rentre dans la théorie de la langue, mais la pratique, c'est quand on est sur un visuel et qu'on le parle. Donc c'est vrai que je regardais en fait ces dessins animés, c'est ce que j'explique dans le livre, et c'était assez drôle et amusant, et c'est comme ça que j'ai pu progresser. Et est-ce que ça a été dur pour toi d'être plongé dans une langue qui n'était pas la tienne, dans un environnement scolaire qui parlait cette autre langue? Est-ce que ça, tu dirais que ça a été un obstacle, et comment finalement tu l'as dépassé, tu l'as transformé? C'est pas dur, parce qu'un enfant peut tout apprendre. C'est une éponge. Un enfant de moins de 7 ans est une éponge et peut tout comprendre, tout apprendre. Et j'appuie vraiment le doigt sur tout comprendre. C'est-à-dire qu'un enfant, on ne peut pas lui faire à l'envers, on ne peut pas lui mentir. N'importe quel mot, n'importe quel geste est intégré par l'enfant, en bien ou en mal. C'est pour ça d'ailleurs que si vous donnez de l'amour à un enfant avant ses 7 ans, il va retranscrire et faire rejaillir de l'amour vers ses 18-19 ans. Si vous lui envoyez de la violence, cet enfant sera violent à l'âge de 18-19 ans. On le voit souvent dans des affaires pénales dont je suis avocat. Ces souffrances, ou en tout cas cette bonhomie, provient souvent de la jeunesse. Donc moi, à la maternelle, j'ai eu beaucoup d'amour, j'ai eu beaucoup de protection de la part de mes parents. Et j'ai eu la chance d'avoir aussi un frère jumeau très bienveillant et qui était adorable. Mais c'est vrai que lorsque vous rentrez en fait dans un cadre nouveau que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas au départ, il faut essayer de trouver les bons repères. Alors à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas cette interaction virtuelle. Donc du coup, c'était beaucoup plus simple d'intégrer un espace, on va dire, scolaire, sans qu'il y ait de moquerie, de méchanceté. Il y a toujours ça, de toute façon, hein, au niveau des petits, des beaucoup plus petits, mais il y avait toujours cette nonchalance et cette innocence. Et c'est ce qui m'a permis en même temps de grandir et d'avancer dans mon cheminement scolaire. Tu parles de ton jumeau en disant que c'est la meilleure partie de toi. Je pense que c'est comme ça que tu le dis dans ton livre. Quelle place a eu la gémelléité? Quelle place finalement il a dans ta vie? Mon frère jumeau, c'est quelqu'un qui m'a permis de prendre confiance en moi, il m'a protégé. Il a été un élément extrêmement important dans la protection et la confiance que j'ai eue en moi. Je parle d'une tentative de suicide que je fais en 5e, notamment lorsqu'on m'annonce mon premier redoublement. Là, c'est mon frère jumeau qui me protège et qui a les mots. Sinon, je pense que j'aurais sauté de la fenêtre, clairement. Je dis voilà que cette souffrance que j'avais en moi, mon frère m'a de façon, on va dire, assez sourde, m'a protégé. Ça, les parents ne peuvent pas le voir. Mon frère jumeau pouvait le voir parce qu'il avait le même âge que moi, et puis il était confronté au même problème, sauf que lui, il avait plus de facilité, il était capitaine de l'équipe de football, il faisait partie des meilleurs élèves de la classe, et au lieu de me snober, parce qu'il était une locomotive, hein, il m'a au contraire protégé et aidé à ce que je puisse suivre son chemin. Et maintenant que tu es adulte et que tu regardes tout ce parcours, effectivement, il y a plusieurs fois où tu as dû redoubler, il y a plusieurs fois où tu as eu des non ou des obstacles, mais aujourd'hui, tu es avocat, tu es un avocat reconnu, tu as fait beaucoup de choses déjà dans ta vie d'avocat. Quel regard tu as et quelle explication tu donnes, parce que nous, les psychologues, on cherche toujours l'explication, quelle explication tu donnes finalement au fait qu'il y a eu plusieurs fois ce qu'on pourrait appeler des échecs, des ratages, alors que finalement, en fin de parcours, on voit que tu as très bien réussi, donc tu aurais pu peut-être avant faire la même chose, mais il y a quelque chose, à mon avis, sur ton chemin qui a dû faire que tu aies eu besoin de passer par là pour prendre ton temps à devenir qui tu es. Quelle explication tu donnes, toi, à tout ça?
En fait, je pense que tout le monde a des parcours bosselés, et un parcours sinusoïdal. En réalité, personne n'a un parcours, on va dire, fluide et cohérent. On a tous les difficultés qui se confrontent. Certains, en fait, refusent les échecs et refusent, en fait, la fatalité. D'autres l'acceptent et empruntent d'autres chemins. Moi, j'avais refusé, en fait, cette fatalité de ne pas être avocat. Je voulais devenir avocat. Je voulais avoir cette chance de pouvoir défendre une femme violentée, un enfant violenté. Je voulais aider les gens. C'est-à-dire que je me suis battu même sur la loi sur le gaspillage alimentaire pour que les plus faibles puissent avoir une protection. C'est comme ça que je me suis engagé, que ce soit pour ma robe, que ce soit pour mon écharpe d'élu. C'était toujours pour me mettre au service des autres. Et donc, du coup, ce parcours difficile, j'ai essayé de le transformer, en fait, et de le positiver. Le parcours difficile que j'ai eu, il est dur parce qu'on catégorise des personnes. En France, on considère que certaines personnes ne doivent pas, en fait, accéder à tel ou tel salon, à tel ou tel endroit, ou tel métier. Moi, je considère que le rêve français est que chacun puisse accéder à son objectif, à son rêve. Et cette inégalité-là est insupportable en France. L'inégalité au départ est insupportable, mais la méritocratie ne se proclame pas. Il doit s'appliquer. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent réussir doivent être encouragés et accompagnés. Sauf qu'aujourd'hui, on a gardé, en fait, cette culture un peu élitiste qui ferait que tel ou tel métier ou tel poste, tel ou tel endroit ne doit être accessible qu'à certaines personnes et pas telle autre. Et certaines personnes décrètent de façon arbitraire que telle ou telle personne n'aurait pas le droit. Donc du coup, on remet en cause la légitimité. Et ça, c'est insupportable. Donc du coup, c'est là-dessus qu'il faut se focaliser et combattre, en fait, ce genre de comportement. Insupportable et puis je dirais presque traumatique, parce que finalement on peut voir des enfants, des adolescents qui ont un très gros potentiel et qui se déscolarisent parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'ils ne fitent pas avec l'environnement scolaire. D'ailleurs, on le sait aujourd'hui, souvent les hauts potentiels, ils ont du mal finalement scolairement parlant. Donc on peut souvent trouver des cancres qui après prennent beaucoup de place dans leur métier et qui y arrivent. Donc il y a quelque chose de cette répartition des places déjà qui est fausse. Parce que finalement, à l'adolescent, celui qui n'y arrive pas, c'est pas forcément celui qui arrivera pas plus tard. Et donc ce que tu dis et que je trouve intéressant pour notre propos dans cette émission et puis pour tous, pour mes clients, pour toi ceux qui te regardent, c'est que finalement il y a quelque chose qui peut se passer dans notre enfance, dans l'adolescence, qui ne doit pas être une définition de notre personne. La définition de soi la plus importante, c'est celle finalement qui est notre intention, notre motivation et la manière de combattre, quand même de lutter pour arriver à faire son chemin. Et cette notion de combat et de lutte, on la sent beaucoup déjà dans ton livre, mais on la sent même dans ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Parce que je crois que récemment, tu as perdu ton papa. Après, il y a eu aussi, tu as subi, mais tu n'en as pas été atteint, mais tu as quand même subi une forme de lynchage sur les réseaux sociaux. Donc, on peut dire que tu es une personnalité combative, mais qu'il y a beaucoup de combats sur sa route. Des combats intérieurs, des combats avec l'extérieur. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vis tes combats? Qu'est-ce que tu pourrais m'en dire? Alors, lynchage sur les réseaux sociaux, d'abord, c'est un microcosme. 1000 personnes ou 500 personnes, c'est quelque chose qui est insignifiant. Ça ne m'atteint pas et je suis très détaché, en fait, du bruit des réseaux sociaux. Très détaché. Donc, si il faut avoir une influence ou être influencé par la malveillance ou la méchanceté sur un réseau social, moi, j'y suis pas ni de près ni de loin, soit en tant qu'acteur ou en tant que victime. Je suis détaché. Concernant la mort de mon père, évidemment, 2020 a été pour beaucoup de monde une période difficile. Mais ce sont ces événements de vie qui font que vous prenez en fait de la distance sur tous les événements en réalité. Et la chose la plus importante en fait,
dans ce que nous voyons sur cette période très difficile, très lourde pour cette jeune génération, notamment la quinzaine et la vingtaine, c'est qu'il faut positiver cette période en se posant 2 minutes, parce que c'est vrai qu'on va à un rythme effréné. Et je me dis en fait que cette période en fait permet une chose, c'est de prendre le temps du temps, de comprendre, d'analyser, de réfléchir, de souffler, de respirer. Et nous n'avions pas le temps sur ces dernières années de respirer, d'analyser la période dans laquelle nous sommes. Et ce rythme effréné, à mon sens, était quelque chose de négatif, de contre-productif et d'hystérisant. Alors, pour que les jeunes les jeunes générations puissent vraiment positiver cette situation, il faut d'abord qu'ils se posent et puissent se projeter sur un objectif et un rêve. Ils l'ont tous, mais la réalité, et je l'ai vu, je l'ai constaté moi-même lorsque j'étais étudiant, c'est qu'il y a trop de parcours qui n'amènent pas à l'essentiel. À mon sens, la théorie doit être complétée par la pratique. Les stages, les voyages, les expériences de vie. Quand on est dans une période comme ça, par exemple, l'implication pour les autres, c'est-à-dire les maraudes, la santé, la création de start-up et ainsi de suite, doivent être encouragées, doivent être vraiment valorisées. Et on ne valorise pas ça, dans les CV notamment. Ça doit être valorisé. Je considère qu'une personne qui a peu de diplômes, mais qui a plus d'implication, par exemple, dans les maraudes ou dans les associations caritatives, a pour moi une plus-value que certains avec des diplômes Bac+10 n'ont pas. Et c'est tout ça qu'il faut, sur cette période-là, valoriser. Je pense que cette période-là doit nous permettre de regarder la situation avec des prismes et des angles différents sur qui nous sommes, d'où nous venons et où est-ce que nous voulons aller. Quelle est la société dans laquelle nous voulons vivre. Vous savez, les enfants qui naissent là verront le 22e siècle. Et il y a une période qui est assez extraordinaire, c'est que, c'est un laps de temps assez court d'ailleurs, c'est que vous et moi, chère Fanny, avons la chance peut-être d'avoir touché des personnes qui ont connu le 19e siècle. Et en même temps, toi, tu touches quelqu'un qui vient naître, qui verra le 22e siècle. Donc ça veut dire que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, nous sommes des passeurs entre le siècle du 19e, du 20e et du 22e. C'est-à-dire qu'on se chevauche sur 4 siècles. Et ça, c'est quelque chose qui est unique dans l'histoire de l'humanité. Et ça nous impose l'humilité, ça nous impose la réflexion, et ça nous impose de lever le pied pour comprendre vers ce quoi nous voulons aller, vers quoi nous aspirons à être. Et je pense que cette période-là est une période qui doit être valorisée, parce que si nous reprenons les mêmes méthodes après cette période d'urgence sanitaire avec les mêmes méthodes que nous avions, nous irons à la catastrophe de nouveau. Et quand tu parles de cette prise de conscience qu'on doit tous avoir, qui suis-je, vers où je vais, en ces temps d'un peu d'arrêt, de confinement, toi, qu'est-ce qui t'est venu comme réponse? Est-ce que ça t'a un peu changé? Enfin, qu'est-ce que tu te dis à ton sujet? Moi, je pense que la première règle est la bienveillance, définitivement. C'est-à-dire que dans une période où la difficulté est unanime pour tout le monde, il n'y a personne qui va bien. C'est une période, l'urgence sanitaire et cette période du coronavirus s'applique chez tous les foyers, tous les êtres. Et donc, la bienveillance est le point cardinal entre chacun de nous et fait lien entre les uns et les autres. Je crois vraiment que l'entraide, la fraternité sont des notions qui sont des notions d'avenir, du futur. Il ne peut pas y avoir d'autre chemin que la bienveillance, la fraternité ou la solidarité. C'est impossible. Il n'y a que par ces biais-là que nous pourrons reconstruire une société qui a du sens et qui permettra de nous valoriser les uns les autres. Et au sujet donc des émotions, est-ce que toi, tu dirais que tu portes de la révolte en toi?
Bien sûr que je porte de la révolte en moi, mais c'est de la révolte positive. C'est-à-dire que ma révolte, elle ne va pas contre quelqu'un. Et quelle est cette révolte? Quel est le moteur ou la source de cette révolte? La révolte, elle est sur un système qui est injuste, qui écrase les autres, les uns, et qui valorise les autres, et qui crée en fait une inégalité qui fait décrocher un grand nombre de personnes. Alors, c'est un décrochage culturel, intellectuel, psychologique, psychiatrique, financier évidemment, si on ne remet pas les valeurs au centre de notre société. Et ces valeurs-là, la bienveillance, la solidarité ou la fraternité, pour moi, sont des notions qui doivent être mises au centre dès la naissance de chaque citoyen. Ce que tu dis, effectivement, on pourrait avoir l'impression que notre société va mal, et effectivement, elle va mal, mais Freud en parlait déjà dans Malaise dans la civilisation. Il y a des espèces de grands courants du côté de la haine, du côté des problématiques avec l'altérité, parce que le racisme, c'est une problématique avec l'altérité qui était déjà bien présent depuis plusieurs générations. Mais si on se recentre sur toi, Arash, et qui tu es face à ton miroir, et tes émotions à toi, est-ce que toi, tu dirais que tu as de la tristesse aussi en toi? Je ne suis pas triste, parce que pour moi, la tristesse est une perte de temps. J'ai de la colère, j'ai de la révolte, mais maintenant que j'ai des responsabilités, parce que je suis adjoint au maire dans une ville comme Courbevoie et que je suis avocat, je dois être distant avec mes émotions. Je dois mettre mes émotions négatives de côté pour pouvoir être dans la raison. Mais la colère peut être positive, elle peut être productive. Je peux être subversif dans mes actions, c'est-à-dire que la lutte par exemple contre le gaspillage alimentaire, il fallait être subversif avec mes amis et mes soutiens pour qu'on puisse renverser la loi et en faire voter une autre. La loi du 3 février 2016, on va fêter les 5 ans là. C'est-à-dire que la tristesse, non. La révolte et la colère positive, oui. Ça, oui. Et je pense que ce sont des moteurs qui sont intéressants. Pourquoi ? Parce que ce sont des notions qui permettent de progresser. Mais la tristesse n'est pas non plus négative. Parce qu'on peut être triste, mais pour cela, il faut avoir du temps pour soi. Le seul moment en fait où on a du temps pour soi, c'est avant de dormir. C'est les 15-20 secondes avant de dormir. Ce sont les seuls moments de solitude. Et toi, Arash, les 15-20 secondes avant de dormir, à quoi tu penses? Je pense aux gens que j'aime. Je pense aux personnes qui nous ont quittés, à qui on n'a pas eu le temps en tout cas de tout dire. Je pense à... Parfois, on refait une introspection sur soi-même. C'est important. Parce que en fait, ces moments-là, en fait, ça dure 1 minute, 2 minutes. Ce sont des moments qui sont très longs et très courts. Et on a le temps, en fait, de se remettre en question, de voir si ce qu'on a fait, peut-être aujourd'hui ou dans les jours passés, était bien ou pas bien. Parfois, on regrette. Parfois, on essaie de réajuster. C'est de la remise en question. Et jusqu'à aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi la plus grosse épreuve que tu aies eu à traverser? La plus grosse épreuve, c'est la mort de mon père. Parce qu'à ce moment-là, j'ai ma mère qui est à côté. Je ne peux pas la prendre dans mes bras. On est en plein Covid, mon père vient de mourir et il faut que j'organise tout. C'est là où on devient adulte en fait, parce que le cordon ombilical vient d'être coupé à ce moment-là, on le sait. C'est le 31 mars, c'est le mardi 31 mars, il est 6h. Et là en fait, tu prends 20 ans, en fait, tu sais que tu prends la responsabilité. Donc tu dois t'occuper de ta maman, tu dois t'occuper de la famille, tu dois tout réorganiser dans ton cerveau, même si tu sais. Mon père avait Alzheimer, mais tant qu'il n'est pas mort, il n'est pas mort. Donc du coup, ça c'était une épreuve très difficile. Donc du coup, j'ai passé beaucoup de temps avec ma mère. La deuxième période difficile, c'est lorsque j'ai raté pour la deuxième fois mon concours d'avocat. Alors j'avais beaucoup travaillé. Mais en réalité,
J'ai jamais lâché parce que les 30 premières secondes, à chaque fois, je subissais l'échec. C'est comme dans un match de foot, en fait, on vient de prendre un but, mais donc il y a un 30 secondes pour essayer de comprendre, la difficulté, la situation difficile, mais au bout de la 31e seconde, on retourne au combat. Par rapport à mon père, on ne peut pas se retourner au combat en fait. On combat différemment puisqu'il n'est plus là. Alors que pour le deuxième concours d'avocat, le CRFPA qu'on appelle, je pouvais retourner au combat mais différemment. Il y avait d'autres angles et puis c'était pas le troisième échec, c'était juste le deuxième échec. On en a 3. Mais au bout du deuxième échec, je me suis dit je vais faire autre chose. En tout cas, je vais essayer d'obtenir mon concours d'avocat mais différemment par le biais d'une passerelle. C'est pour ça que je me suis mis à écrire ma thèse. Et je me suis inscrit à la thèse. Mais c'était en 2012. Mais oui. Donc, mais évidemment, la difficulté la plus difficile, c'était la mort de mon père. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois on vit beaucoup de difficultés et on ne sait pas à quel point ces difficultés-là vont avoir une autre couleur et vont sembler bien moins importantes que quand on vit vraiment un combat qu'on ne peut plus continuer puisque la personne est partie. Et la mort du parent, je pense, ou des parents, je pense qu'il faut vraiment l'avoir vécu pour comprendre ce que c'est et à quel point ça change la structure, ça change un peu tout finalement d'exister sur la terre sans ses parents. Comment toi tu le vis d'être ici et puis que ton père soit mort? Comment tu le vis cette expérience-là? En fait, une personne ne meurt jamais. Une personne ne meurt jamais puisque la personne en fait te lègue en fait une boussole. Et chaque acte que tu commets, chaque fait et geste que tu fais, que tu essaies de reproduire, doit être mené toujours par un message très important, c'est de te dire si ton père ou ta mère étaient là, est-ce qu'ils auraient cautionné ça ou pas? Et quel est le plus beau souvenir que tu aies avec ton père? Je vais me faire pleurer. C'est quand on est au Parc des Princes en 93 pour la finale de la Coupe de France PSG Nantes. Tu peux raconter plus en détail de quoi tu te souviens? En fait, c'est mon père, quoi. On arrive au Parc des Princes le matin. On était parti en fait acheter des vêtements de sport. À ce moment-là, mes parents n'avaient pas beaucoup de sous. C'était difficile. C'était en 93. J'ai 13 ans. On est avec mon frère jumeau. Et puis c'est pas comme aujourd'hui en fait où le stade est guichet fermé. À l'époque, c'était pas guichet fermé. Bon. Et on arrive à la caisse. Et puis à la caisse, il y avait écrit ce soir finale de la Coupe de France. C'est une coïncidence, hein. Et on vendait encore les billets en papier. C'était pas dématérialisé comme à l'époque, comme aujourd'hui. Et finale PSG Nantes. À l'époque, c'était la grosse équipe de Nantes. Hein. C'était Endoram, Makelele, Loco, Pedros. Donc il y avait vraiment des gros poids lourds. Et le PSG, c'était Georges Weah, c'était Ginola. Donc c'était une très belle équipe, hein, Paris. Et on était en francs, toujours. Et je me rappellerai toujours, la place était à 130 francs. Donc aujourd'hui, c'est quasiment insignifiant parce que 100 francs, c'est 15 euros. Donc 130 euros, c'était l'équivalent de 20 euros. Mais à l'époque, c'était beaucoup pour les parents. Et mon père voit les places et dit « Vous voulez venir au match ce soir ?» Et je sais qu'il n'avait pas beaucoup de sous. Mais il nous a pris les places. Et quand tu as 13 ans, que tu vas au Parc des Princes, à 13 ans, que tu aimes le football et que tu vois les matchs depuis tout petit dans la télévision et que pour la première fois tu vas au stade, le PSG gagne 3-0 ce soir-là, on voit la Coupe de France, tu te nourris en fait de ça. Tu te nourris de ton père, tu te nourris de la victoire, tu te nourris de ce moment qui est un moment rare. Ouais, c'est un bon moment. Comment tu vis l'accompagnement de ton père? Tu disais qu'on ne meurt jamais vraiment. Donc comment ça se continue la vie sans ton père, mais avec ton père? Quelle place il a? Il a une demeure, donc on a fait sa tombe à Courbevoie, au cimetière de Courbevoie, grâce au maire de Courbevoie qui est Jacques Kosowski, qui a été adorable. Et ça, je rends hommage à ce maire et il y a tous les élus en fait en France qui accompagnent la dignité surtout de chaque être perdu durant cette période difficile.
Euh, mais puis l'esprit reste. L'esprit reste. Donc, c'est ce que je disais en fait, Fanny, c'est que chaque fait et geste que tu vas commettre, va effectuer, va être toujours sous le regard de la personne qui est là. Moi, je considère que la personne ne part pas en fait. Son corps est dématérialisé, mais l'esprit reste. Donc cette épreuve du deuil, en fait, toi, tu as rendu l'absence présence. C'est-à-dire que dans cette absence, tu ressens la présence. Je pense qu'effectivement, quand on perd quelqu'un, c'est un chemin important à faire, d'arriver à la rendre présente à sa manière, à un autre endroit, que d'être dans le vide et la perte qui finalement, on peut le dire, sont une forme d'illusion. Parce que quand on continue son chemin, on porte toujours en nous les gens qu'on a aimés, qui nous ont aimés et qui nous ont fondés. Et toi, ton père, on l'entend dans ta manière de parler, est vraiment dans tes fondations. Arash, je voudrais qu'on rentre dans le côté un peu plus philosophique de la vie et de cet entretien. Avec tout ce que tu as vécu, on arrive aujourd'hui, tu es quarantenaire, donc tu as vécu beaucoup de choses sur la Terre, on peut le dire ainsi. Tu dirais que c'est quoi pour toi le sens de la vie ? Le sens de la vie, c'est l'amour et la bienveillance. C'est-à-dire que on est là pour un très petit laps de temps en réalité, puisque sur l'échelle humaine, vivre même à les 100 ans, c'est infiniment petit par rapport à l'échelle de l'histoire. Et puis, on ne laissera pas de traces en réalité. Pourquoi ? Parce qu'à moyen long terme, on ira sur notre planète, donc tout ce que nous avons fait ici va disparaître. En fait, tout ça en fait, est éphémère, en réalité. Tout ça est éphémère. On construit, on bâtit, on produit, on réfléchit, on écrit, donc on produit une culture, une intelligence commune. Mais tout ça est éphémère en réalité. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'une race humaine, il n'y a qu'une communauté humaine, et nous sommes des individualités au service d'un bien commun. C'est ça le sens de la vie. C'est-à-dire que personne n'est au-dessus du lot, ça se saurait. Parce que même la personnalité la plus connue de l'histoire de l'humanité, dans 1 million d'années, ne laissera pas la trace non plus. Voilà, donc tout ça est évidemment tellement éphémère qu'il faut juste vivre les moments présents, être bienveillant, essayer de ne pas trop brusquer les uns et les autres et d'essayer tant bien que mal d'être utile en fait pour le bien commun. Je pense que pour le peu de temps que nous avons à vivre à chaque fois sur cette planète, c'est ce qui reste à faire. Tout le reste est éphémère. Tout le reste en fait ne restera pas. Il n'y a rien qui restera dans l'histoire. Rien. Et là, l'épreuve du temps, si tant est que ce soit une épreuve, parce que ça peut être aussi l'apaisement du temps, toi, tu le vis comment, le temps qui passe ? Mais c'est ce que je disais au départ, c'est qu'on a un rythme effréné qui est complètement absurde, parce qu'on court derrière quoi, et on court derrière qui, et on court derrière quelle raison et quel motif. C'est-à-dire que quand on est buté sur un court terme égocentré, ça oui, on est pressé. Sauf que moi je considère que la vie n'est pas portée sur un triangle d'or et sur un court terme. La vie elle est portée sur un moyen long terme, et chaque acte ou fait que tu commets a une interaction de l'autre côté de la planète maintenant. C'est la mondialisation. Et je l'ai vu sur la loi sur le gaspillage alimentaire. Ce que tu fais ici à Courbevoie, par exemple, a un impact au Japon, à Los Angeles, au Canada ou en Afrique. Donc aujourd'hui, tous les faits et gestes, tous les propos peuvent interagir. On l'a vu d'ailleurs sur le Black Lives Matter, sur des tas sur le printemps arabe, sur les révolutions d'ailleurs à l'époque, les révolutions françaises, américaines et ainsi de suite. Bon. Donc, tout ça s'est accéléré évidemment parce qu'avec les réseaux sociaux et la mondialisation, le monde en fait a pris une autre dimension. Donc tout ça en fait n'est que du plaisir. C'est éphémère et ce n'est que du plaisir. Celui qui prend tout ça au sérieux se trompe, à mon sens. Il faut être dans la bienveillance pour le peu que nous avons de temps à vivre, parce que 30, 40, 50 ans à vivre, c'est très peu. Très peu. Et donc c'est une perte de temps de vouloir dévaloriser les uns et les autres, c'est une perte de temps de vouloir
humilier l'un ou l'autre, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, le seul chemin qui nous est promis est la tombe. Puis dans le fait de vouloir humilier ou détruire l'autre, on entend beaucoup plus la problématique de celui qui cherche à humilier ou à détruire que celui qui serait visé par tout ça. Parce que finalement, pour vouloir détruire, pour chercher à humilier, pour être dans le lynchage ou dans la destruction de l'autre, on a forcément une problématique ou une souffrance qu'on est en train de projeter. Donc il faut que les gens se questionnent, ceux qui portent ça en eux. Mais c'est une perte de temps. Pour moi, c'est une perte de temps. C'est-à-dire que le temps que tu passes à humilier, en fait, même à créer une énergie négative, c'est un temps en fait que tu perds pour te produire positivement toi-même. Mais parfois, Arash, c'est aussi lié à ce que nous, les psys, on appelle la névrose. C'est-à-dire que pour être dans la notion de perte de temps, il faudrait déjà avoir conscience qu'on est en train de commettre quelque chose qui est de l'ordre de la destruction. On parlait de la temporalité, mais il y a aussi l'espace qui est important dans notre vie d'être humain. Toi, tu as traversé plusieurs frontières. Quel sens tu as et comment tu regardes finalement ces frontières érigées par l'homme, la biculturalité, le racisme? Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'en France, il peut y avoir quand même parfois une certaine forme de discrimination. Comment tu le vis, toi, ton rapport aux frontières, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue d'avocat et d'un point de vue de toi, ton identité? C'est une bonne question. Moi, je ne crois pas au racisme. Je crois à la discrimination. C'est-à-dire que le racisme, pour moi, est un non-sens, puisque en fait, on est des êtres humains. Il ne peut pas y avoir de racisme, puisque nous sommes des êtres humains. Le racisme humain est un non-sens. C'est-à-dire que c'est un oxymore. L'humain ne peut pas se diviser. Et la couleur n'a rien à voir là-dedans. Un être humain peut être noir, blanc, rouge ou jaune. Il n'en reste pas moins que c'est un être humain. Bon, ça c'est la première chose. La discrimination, c'est autre chose. La discrimination se porte sur l'apparence, sur qui on est, d'où on vient et où on veut aller. Et sur la catégorie dans laquelle on est imbriqué, sur la création superficielle et artificielle de l'être humain. Un animal ne comprend pas ça, puisqu'il est instinctif. L'humain rentre dans des stratégies. L'humain crée des stratégies, crée des notions qui sont fondées sur la volonté de bâtir un système. Alors, quelles peuvent être par exemple ce genre de discrimination? C'est ce qu'on appelle la discrimination sociale. C'est-à-dire qu'on considère que un tel ou un tel ont un privilège, ou en tout cas ont atteint un privilège, et ne veulent pas que d'autres puissent y accéder. Ça, c'est ce qu'on appelle une forme de plutocratie, une forme de noblesse, une forme de royauté. Et toi, dans ton rapport philosophique au monde, qu'est-ce que tu penses finalement de cette manière qu'on peut avoir parfois de vivre l'autre? Mais moi, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, je reviens sur ce sujet-là. J'ai fait plus de 40 pays dans le monde sur ces 5 dernières années. Donc j'ai vu cette notion de l'alimentation réunir les êtres humains. Et je vais même citer d'ailleurs un ami, qui est Guillaume Gomez, qui est le chef de l'Élysée, qui disait toujours les chefs d'État se réunissent autour d'une table, mais se divisent quand ils parlent politique. C'est la table qui réunit. Et je me rappelle en fait de cette conférence extraordinaire, c'était en novembre 2015. Je suis à Mexico. Je suis invité par Adrián Rubalcaba, qui était député de Mexico, qui est aujourd'hui maire. On fait une conférence devant 300 personnes, et il y a une vieille dame. On voyait le temps de la vie s'imprégner sur son visage. Elle prend le micro, elle est au fond de la salle, et elle dit, je pense qu'elle avait 85 ans. Elle travaille au champ. Elle avait fait 1 heure de route pour venir à cette conférence. Et elle dit, Monsieur Derenbarch et Monsieur le député, donc Monsieur Adrián Rubalcaba, cette loi a été votée en France, et pourquoi nous on n'a pas le droit? Pourquoi nous on ne peut pas en fait, nous aussi aller récupérer les invendus alimentaires dans les supermarchés? En quoi nous avons moins que les Français par rapport à cette loi? Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais c'est vrai en fait. Qu'est-ce qui fait que telle population aurait moins de droits que telle autre
sur l'accès à la nourriture. C'est là-dessus où cette phrase-là m'a vraiment marqué. Et j'ai un autre moment qui m'a beaucoup touché, c'est quand je suis allé à Johannesburg, en Afrique du Sud. Je suis allé dans un bidonville très, très puissant et extrêmement lourd. Et j'ai vu tous ces enfants, j'ai vu cette classe, il y avait 40 élèves dans cette classe. Et donc la maîtresse expliquait ce que c'était que la loi sur le gaspillage alimentaire. Et l'un des enfants me disait, c'est à Soweto plus précisément, l'un des enfants m'a posé la question, m'a dit mais parce qu'il y a des supermarchés qui jettent de la nourriture, vraiment? Cette phrase m'a fait rire parce que je me suis dit en fait l'absurdité de ce genre de situation fait que qu'un enfant puisse poser cette question prouve déjà l'absurdité de la situation. Et tous ces voyages-là m'ont fait comprendre que vous pouvez toujours en fait vous battre les uns avec les autres sur des sujets, la religion et tout le reste, mais qu'au final, nous restons des êtres humains. Et l'être humain a ce lien commun avec tous les autres, c'est qu'il doit manger, il doit boire. Et si vous lui enlevez la nourriture, par exemple, vous lui enlevez sa dignité. Parce que c'est ce qui permet de faire avancer le moteur. Donc du coup, en ayant connaissance et en ayant compris la relativité des choses, on prend beaucoup plus de distance sur tous ces petits bruits et ce microcosme. Voilà. Et la notion d'épreuve, qui était le propos de notre entretien, le sens des épreuves, toi, comment tu le définirais? C'est quoi pour toi finalement le sens de nos épreuves d'être humain? Mais il faut d'abord redéfinir ce que c'est que le parcours d'une vie. Si on dit à un enfant, lorsqu'il va naître, que tout va être beau et que c'est le monde des bisounours, c'est faux. Et pourquoi? Parce que ce qu'on appelle épreuve en réalité, c'est ce qu'on ne peut pas obtenir tout de suite comme ça. On ne peut pas tout obtenir comme ça. C'est pas possible. Parce que ça veut dire qu'on est égocentrique, égocentré, et qu'on est un enfant gâté. Non, les choses ne viennent pas comme ça en tombant du ciel, il faut aller les chercher. C'est ce qu'on appelle le travail, les épreuves et la méritocratie. Quand on obtient ce dont pourquoi nous nous sommes battus. Donc on arrive finalement à cette question qui rejoint notre propos d'aujourd'hui, à toi et moi. Quel sens, toi, tu donnerais aux épreuves, à tes épreuves, mais aussi aux épreuves en général que traverse l'être humain depuis sa naissance, parfois même avant, jusqu'à ce qu'il quitte la Terre dans son dernier souffle? Je considère qu'il y a deux sortes d'épreuves. Il y a les épreuves qui sont prévues, c'est-à-dire le deuil par exemple. La mort est quelque chose qui devra arriver quoi qu'il arrive. Donc personne n'est éternel, et donc c'est une épreuve qui est connue. On ne connaît pas la date, mais c'est un chemin qui est inéluctable pour chaque être humain. Il y a ensuite les épreuves qui sont des épreuves de vie, ce que je considère, c'est-à-dire des événements pour lesquels nous nous sommes battus et qu'il n'y a pas gain de cause ou en tout cas une réponse positive, en tout cas sur le moment. Et c'est pour ça d'ailleurs sur ces moments-là qu'il faut se battre si on en a les convictions. C'est-à-dire que si tu veux te battre pour un projet et que tu échoues une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, ça veut dire que tu as vraiment voulu obtenir ce dont pourquoi tu t'es battu. Mais si tu lâches au bout d'une fois ou 2 ou 3, c'est que tu n'as pas voulu réellement. Moi je crois vraiment que lorsque tu veux obtenir quelque chose, il faut te battre avec honnêteté, avec morale, bien sûr, et éthique, mais il faut te battre. Et si on ne peut pas rentrer par la porte d'entrée, il faut essayer de rentrer par la porte de secours, par les escaliers de secours, par la cheminée ou par toute autre possibilité, porte d'entrée en tout cas. Donc les épreuves, à mon sens, sont sorte d'indications qui te font comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule possibilité pour atteindre ton objectif. Et celui qui veut atteindre son objectif y arrivera toujours. C'est ça le message qu'il faut envoyer et faire comprendre à toute une grande partie de notre jeunesse notamment, c'est quand on veut, on peut toujours.
À notre jeunesse et puis finalement à toute personne qui nous écoute, je pense que c'est un message fondamental parce que vivre, c'est faire l'expérience de la souffrance. Vivre, il y aura des épreuves, tout le monde aura ses épreuves. Et finalement, plus on côtoie les gens qui ont eu des épreuves, plus on voit à quel point c'est dans l'épreuve que l'être se forme. C'est par le dépassement qu'on devient soi. Puis c'est par l'effort qu'on y arrive. Et dans l'effort, on entend aussi le terme fort. Je pense que c'est vraiment des expériences où on se fortifie. Puis tu en es l'exemple et la preuve, puisque ton parcours a été un grand combat. Et on te prend aujourd'hui. Et puis on voit que tu es bien dans ton métier, tu traverses tes épreuves et puis tu fais finalement ce que tu penses être ta mission sur la Terre. On passe maintenant à la deuxième partie de notre émission. Pour ceux qui nous suivent, eh bien, c'est l'exercice d'association libre. On va te poser une série de questions et puis il faudra que tu nous répondes de manière spontanée. La souffrance des autres. La malveillance. La mort de mon père. Quelqu'un de généreux. Ne jamais lâcher. Devenir avocat. Ma mère. Sois toujours bienveillant. N'écoute personne. Je t'aime. Douceur. L'intégrité. Oui, la solitude. La résilience. Le vote de la loi contre le gaspillage alimentaire. Ma mère qui me dit je t'aime. La pauvreté. Le regard d'un enfant. Gentil. Le bruit. La beauté.